Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs. Je vous remercie de nous donner l'opportunité de nous exprimer devant vous, membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur un phénomène inédit, inattendu, celui de la corrosion sous contrainte des tuyauteries des circuits auxiliaires du circuit primaire, phénomène qui, aujourd'hui, vous le savez, perturbe le fonctionnement de notre parc nucléaire. Mon exposé, nécessairement un peu technique, aura pour objectif de retracer les différentes étapes qui nous ont permis de comprendre le phénomène et, bien sûr, de le traiter. Alors, tout d'abord, un rapide historique. C'est à l'automne 2021, lors de la visite décennale du réacteur de Civaux 1 dans la Vienne, qu'à l'occasion de contrôles réalisés dans le cadre de cet arrêt programmé, nous découvrons des indications. Alors, les indications, c'est un signal anormal, atypique, sur des portions de tuyauterie des circuits auxiliaires du circuit primaire, sur le circuit dit d'injection de sécurité, RIS. C'est un circuit de sauvegarde qui est à l'arrêt en fonctionnement normal, mais bien sûr qui a pour fonction d'injecter de l'eau dans la cuve du réacteur en cas d'accident, par exemple en cas de brèche dans le circuit primaire. C'est donc un circuit très important pour la sûreté du réacteur. La portion de tuyauterie où sont détectées ces indications est celle qui est directement connectée au circuit primaire avant le premier organe d'isolement, c'est-à-dire avant la première vanne de ce circuit. Quelques ordres de grandeur pour vous éclairer sur les dimensions de ces tuyauteries. Elles font environ 30 cm de diamètre et l'épaisseur du métal est de 3 cm et la longueur totale des portions de circuit est en moyenne d'une dizaine de mètres. Donc, lors de chaque visite décennale, sur tous les réacteurs du parc nucléaire, nous effectuons des contrôles sur ces tuyauteries afin d'y rechercher d'éventuels défauts et notamment le phénomène dit de fatigue thermique. La fatigue thermique, c'est un mécanisme d'endommagement induit par des fluctuations répétitives de la température liées par exemple à la présence de tourbillons d'eau chaude à l'entrée du circuit. Pour rechercher ce type de défaut, nous effectuons des contrôles par ultrasons, c'est-à-dire au moyen d'un appareil qui envoie des ondes sonores dans la tuyauterie. Et c'est par la lecture et l'analyse complexe de l'écho renvoyé, c'est un signal lu sur un écran, que nous pouvons déterminer s'il y a défaut, autrement dit une fissure dans le métal. Fin 2021, j'y reviens, nous détectons par cet appareil à ultrasons des indications sur les tuyauteries de Civaux 1, mais qui clairement ne correspondent pas à de la fatigue thermique. Nous découpons ces portions de tuyauterie pour les remplacer et les expertiser dans notre laboratoire au LIDEC à Chinon. Et donc c'est là, à notre grande surprise, que nous découvrons qu'il ne s'agit pas de fissures justement initiées par la fatigue thermique, mais bien par de la corrosion sous contrainte. Et il s'agit de fissures de taille significative, puisqu'elles font 5 à 6 mm de profondeur sur toute la circonférence de la tuyauterie. Elles se sont développées dans le métal à proximité des soudures. Pas dans les soudures, mais à proximité des soudures. Alors, un petit arrêt sur image momentané sur la corrosion sous contrainte. La corrosion sous contrainte, c'est une fissuration progressive qui est fondée sur une interaction entre un matériau, ici un acier inoxydable assez classique dit 316L, un environnement. Là, c'est l'eau qui passe dans ce tuyau, qui a évidemment des composants chimiques, du bore, du lithium, de l'hydrogène, et une sollicitation mécanique qui peut provenir soit de contraintes résiduelles du soudage initial, soit de sollicitation mécanique lors du fonctionnement même de ce circuit. Ce phénomène est donc bien le résultat d'interactions complexes entre ces trois dimensions avec des paramètres qui influent plus ou moins. Nous avons déjà rencontré à la fin des années 90, des premiers cas de fissuration par CSC d'acier inoxydable, mais ces cas étaient liés en général à une pollution qui avait été identifiée lors des expertises. Et bien sûr, un recensement alors par zone a été effectué sur la base des connaissances de l'époque, et aucun risque d'apparition de corrosion sous contrainte n'a alors été identifié sur les lignes auxiliaires, dont les lignes RIS dont je parle à l'instant, entre la connexion sur le circuit primaire et la première vanne, d'où le caractère inattendu de ce que l'on découvre à Civaux. La seule situation similaire que nous ayons repérée dans le monde entier se trouve au Japon, dans la centrale Doi, le réacteur Doi 3, qui est vu en 2020, avec la détection de corrosion sous contrainte sur une tuyauterie
en milieu primaire, effectivement sur un acier inoxydable assez proche de l'acier dont nous parlons à Civaux. Alors j'y reviens. Les résultats des contrôles effectués à Civaux et la nature des défauts relevés nous conduisent alors à mettre immédiatement à l'arrêt le jumeau, le réacteur de Civaux 2, pour y réaliser les mêmes contrôles. Nous y détectons des défauts similaires et donc, dans la foulée, à titre de précaution, nous mettons également à l'arrêt les deux autres réacteurs du même palier, dit N4, les deux réacteurs de Chaux dans les Ardennes. Vous le savez, la sûreté à EDF est une priorité absolue. Il n'y a donc pas de débat entre nous. Nous devons arrêter les réacteurs dans lesquels la corrosion sous contrainte est identifiée. Un autre événement survient alors, en parallèle, sur le réacteur de Penly 1, lui aussi en visite décennale. Au cours des contrôles programmés lors de cet arrêt, une indication est relevée à nouveau sur une tuyauterie d'injection de sécurité RIS. Les expertises réalisées dans la foulée montrent qu'il s'agit également de corrosion sous contrainte. Nous comprenons alors que ce n'est pas seulement le palier N4 qui est concerné, mais l'ensemble du palier du parc nucléaire qui est potentiellement concerné. Nous sommes donc bien confrontés à un défaut générique. La réglementation française est claire, et notamment l'arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal de nos réacteurs. Dans une telle situation, le maintien en service de défauts de cette nature ne peut se faire qu'après une instruction technique longue et approfondie, et il nous est apparu que seule la réparation des défauts rencontrés était à privilégier pour assurer un retour rapide des réacteurs sur le réseau. Nous avons établi alors une stratégie de contrôle qui vise à avoir aussi rapidement que possible une vision précise de l'état de notre parc. C'est une stratégie qui est basée sur deux piliers. On a à la fois défini des réacteurs témoins par palier, et puis, surtout, effectuer une relecture a posteriori de l'ensemble des contrôles réalisés ces 10 dernières années sur l'ensemble des réacteurs du parc. Suite à ces travaux, ce sont 7 réacteurs supplémentaires qui vont être mis à l'arrêt, en complément des 4 N4 et de Penly 1. Nous retrouvons ici les 12 réacteurs dont vous avez tous entendu parler au cours du premier semestre 2022 en raison de ce problème. Nos équipes ont dû réaliser ces contrôles par ultrasons, seul dispositif disponible à l'époque, qui a des limites, comme je vous l'ai dit, puisqu'il n'est pas prévu pour trouver de la corrosion sous contrainte, mais bien de la fatigue thermique. Il n'est donc malheureusement pas à mesure de préciser la nature, la profondeur des indications relevées. Et c'est pour ça que nous n'avons pas d'autre choix que de procéder à des découpes de portions de tuyauterie qui sont alors déposées pour être transférées à Chinon, dans le laboratoire du DIDEC. Ce sont donc de nombreux chantiers de grande ampleur qui commencent. Au total, sur le premier semestre 2022, ce sont 115 soudures différentes qui ont été expertisées avec des équipements de laboratoire de haute technologie. 230 échantillons métallographiques ont été analysés avec des microscopes de grande précision. Alors c'est l'ensemble de ce travail d'expertise titanesque qui nous permet d'avoir aujourd'hui une relative bonne compréhension du phénomène et notamment de pouvoir raisonnablement affirmer, premier point, le caractère prépondérant d'apparition de la CSC est la géométrie des lignes des circuits auxiliaires parce qu'elle détermine le niveau de contrainte rencontré dans les tuyauteries. Deuxième point, les réacteurs de 900 MW, c'est-à-dire 32 réacteurs, et les réacteurs de 1300 MW du palier dit P4, c'est-à-dire 8 réacteurs, sont peu ou très peu sensibles à la corrosion sous contrainte. En revanche, c'est le troisième point, les réacteurs de 1300 MW de type P'4, c'est-à-dire 12 réacteurs, et les réacteurs N4 sont sensibles ou fortement sensibles à l'apparition de la corrosion sous contrainte. Il ressort également de nos analyses que la zone de tuyauterie dans laquelle le phénomène apparaît est délimitée par une soudure au-delà de laquelle la corrosion ne se développe plus. Tous ces éléments, combinés avec des analyses de sûreté et des calculs de tenue mécanique des tuyauteries, nous ont permis de présenter à l'autorité de sûreté nucléaire le 13 juillet dernier un dossier complet comprenant à la fois notre analyse ainsi qu'une stratégie de contrôle et de réparation pour l'ensemble de nos réacteurs. Je laisserai bien entendu le président de l'ASN s'exprimer sur cette stratégie. Alors, par rapport à votre question, monsieur le sénateur Longuet, où en sommes-nous aujourd'hui? Sur les 12 réacteurs, 10 ont fait ou
font l'objet de réparation des circuits qui ont été déposés. Alors, 2 d'entre eux, évidemment, sur les 12, méritent un petit commentaire. Tout d'abord, Flamanville-1, où une opération majeure de remplacement remplacement de générateurs de vapeur est en cours, et les 2 opérations ne peuvent pas être menées de concert. Donc, nous y viendrons plus tard. Nous espérons, comme il s'agit d'un réacteur du palier P4, ne pas découvrir de corrosion sur ces tuyauteries. Et puis, Bugey 3, qui est un réacteur du palier 900 MW, donc moins sensible au phénomène de corrosion, ou suite notamment aux résultats des expertises de Bugey 4 et de Fessenheim, qui n'ont montré aucune trace de corrosion sous contrainte, nous avons décidé, avec l'accord de l'ASN, de ne pas procéder à des découpes pour expertise. Donc je reviens aux 10 chantiers de réparation. 6 sont aujourd'hui terminés, permettant le retour de ces réacteurs sur le réseau pour l'hiver qui vient. Un autre chantier à Penly 1 devrait se terminer courant novembre. Et notre objectif, qui reste atteignable, est que les 3 derniers chantiers, à savoir les 2 réacteurs de Chaux et le réacteur de Civaux, soient terminés d'ici la fin de l'année. Il convient de noter qu'à la fin d'un chantier CSC, il peut rester un certain nombre d'activités à réaliser de plus ou moins grande ampleur. Un point qui n'est pas de détail sur ces réparations, puisque la question nous est souvent posée. Nos procédés sont basés sur des modes opératoires semblables à ceux utilisés à l'origine, principalement parce que ces procédés ont alors fait l'objet d'une qualification et que, évidemment, en si peu de temps, il serait impossible de qualifier de nouveaux procédés. Bon, néanmoins, nous apportons des améliorations sensibles et surtout, nous allons continuer à travailler dans ce sens-là. La bonne réalisation de ces chantiers est le résultat d'une mobilisation de plusieurs partenaires industriels qui se sont engagés à nos côtés depuis l'origine. Je voudrais ici les remercier. Il s'agit de Montero et son partenaire Honnête qui ont fait un travail remarquable à Civaux 1, à Tricastin 3 et qui sont aujourd'hui concentrés sur Civaux 2 et Chaux 2. Endel, qui a rapidement terminé un premier chantier à Chinon B3 et qui est aujourd'hui mobilisé à Penly 1 et par ailleurs avec Cigedi ont été tout à fait remarquables à Cattenom 4. Enfin, les 2 chaudieristes, Framatome et Westinghouse, qui sont présents sur les chantiers de Bugey 4, Flamanville 2 et Chaux 1. Ils nous apportent leur expertise technique ainsi qu'une dimension internationale qui a été beaucoup évoquée avec la sollicitation de soudeurs venus notamment d'Amérique du Nord. Des industriels évidemment que j'aurais souhaité plus nombreux ou avec des ressources plus importantes, non seulement pour pouvoir aller plus vite sur ces chantiers, mais aussi pour des questions de radioprotection, afin de minimiser la dosimétrie intégrée par ceux qui travaillent sur ces chantiers, dans le respect de la réglementation, bien entendu. Bon, nous sommes en passe, grâce à eux, de tenir notre objectif de remettre ces réacteurs sur le réseau pour le prochain hiver. Par ailleurs, je tiens à souligner que dès le début de l'année 2022, nous avons mobilisé des fondeurs et des forgerons italiens avec qui nous avions l'habitude de travailler dans le cadre du programme Grand Carénage. Cette mobilisation a été très efficace puisqu'au bout de 6 mois, nous avons eu toutes les pièces de rechange pour réaliser les travaux de réparation programmés. Cette anticipation des besoins dès le début de la crise a été un élément clé de sa résolution. Au vu de la situation actuelle, nous sommes encore en mesure, je le répète, de respecter les objectifs fixés par le responsable d'équilibre, RTE, pour le prochain hiver. Voilà pour l'urgence. Un petit mot de ce qui vient maintenant, puisque l'une de vos questions, monsieur le sénateur Longuet, était celle de la durée, de la perspective. Le dossier n'est pas clos, c'est évident. En premier lieu, et conformément à l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de l'autorité de sûreté nucléaire, nous allons procéder à des contrôles sur l'ensemble des réacteurs les plus sensibles, donc le palier P'4. Et ces contrôles sont déjà engagés sur Cattenom 1, Golfech 1 et Penly 2, et ils le seront sur les autres réacteurs l'année prochaine, bien sûr. Et en fonction des résultats de ces contrôles, nous procéderons ou non à des réparations. J'en profite pour faire une incise sur les moyens de contrôle. Je vous l'ai dit il y a quelques minutes, jusqu'ici on avait un moyen qui était lié à une autre recherche, la fatigue thermique. Il a fallu développer un nouveau dispositif. C'est une vraie prouesse que d'avoir développé en moins d'1 an une nouvelle technique de contrôle par ultrasons qui est déjà de très grande qualité, puisque une capacité de sonder justement ces 3 cm d'épaisseur de métal. Je tiens là aussi à saluer tous ceux qui ont travaillé sur cet outil qui n'est pas encore parfait, mais dont on pense pouvoir vraiment disposer
totalement à partir du début de l'année prochaine et donc nous éviter des découpes complémentaires. Par ailleurs, même si nous avons à ce stade une compréhension assez fine du phénomène, nous sommes également conscients qu'il reste encore beaucoup d'efforts de R&D à mener pour décrypter tous ces mécanismes complexes, pour nous aider. Pour nous éclairer, nous avons réuni au début du mois d'octobre 15 experts venant du monde entier, des experts de métallurgie. Nous leur avons transmis de nombreux documents sous confidentialité, bien évidemment. Nous avons été auditionnés les uns et les autres et ils ont pris un certain nombre de recommandations qui vont nous être très utiles. Nous avons évidemment interrogé sur le bien fondé de notre analyse et de façon unanime, ils ont dit partager nos conclusions, mais ils nous ont également demandé d'approfondir certains sujets, c'est ce que j'évoquais. Il s'agit par exemple de la température du circuit, qui est sans doute un facteur important, mais également du taux d'oxygène dans ces mêmes circuits, sujets pour lesquels nous allons lancer des campagnes de mesure. Les experts ont également donné un avis favorable sur le nouveau dispositif de contrôle ultrasonore que j'évoquais à l'instant et qui va être très important. Enfin, tout en soulignant le bien fondé des remplacements de tuyauterie à l'identique, parce que c'était, disent-ils, la meilleure solution pour amener les tranches le plus vite possible. Pour autant, ils ont indiqué que dans leur pays, pour certains, des solutions de type, pardon de l'anglicisme, mais il n'y a pas vraiment de traduction française, d'overlay, étaient utilisées. En fait, c'est un dispositif qui consiste en l'ajout à l'extérieur de la tuyauterie d'un dispositif métallique, soudé sur la tuyauterie elle-même, à l'endroit où une fissure est présente. C'est un dispositif qualifié selon les codes et normes américaines, dit ASME. EDF va examiner, bien sûr, la pertinence de ce type de solution et engager un dialogue avec l'ASN sur le sujet. Oui, alors le mot qui va beaucoup déplaire aux spécialistes, qui est souvent utilisé, c'est manchonnage. Enfin, l'idée, vous voyez, c'est l'idée du manchon qui vient. Voilà. Mais l'idée, c'est bien d'ajouter une couche complémentaire pour couvrir la fissure et la protéger momentanément. Donc, après cette phase d'urgence, nous passons donc, comme je vous le disais à l'instant, à une seconde phase qui vise à réaliser des contrôles et des actions de recherche de plus long terme. C'est un programme de plusieurs années qui s'ouvre devant nous. Certes, les impacts sur la production devraient être de plus en plus faibles au fil des mois, heureusement, mais il va encore mobiliser beaucoup de temps et beaucoup de monde. En conclusion, je souhaiterais vous faire part de 3 éléments qui ont été un fil directeur pour nous tout au long de l'année qui vient de s'écouler. Le premier, qui ne vous surprendra pas, la sûreté nucléaire a été et demeurera notre priorité absolue. À aucun moment, nous n'avons transigé avec la sûreté. Nous avons parfois dû prendre des décisions difficiles, comme de mettre à l'arrêt certains réacteurs en plein hiver, mais nous devions le faire, et ce principe qui dit que la sûreté nucléaire est notre priorité absolue, nous l'avons mis en application. Corollaire du point précédent, c'est la relation, bien sûr, avec l'autorité de sûreté nucléaire, une relation qui doit être de qualité, fondée sur la confiance, le dialogue et une transparence irréprochable. Nous nous sommes appliqués là aussi à respecter ces principes tout au long de la crise, parce que c'est un élément indispensable au bon fonctionnement de l'industrie nucléaire civile. Enfin, troisième point concerne notre volonté constante partagée avec l'ASN de disposer aussi rapidement que possible d'un état de situation précis, d'où les 115 expertises et tout ce que je viens de vous décrire. Je voudrais à nouveau remercier tous les agents d'EDF et tous les salariés de nos entreprises partenaires pour leur mobilisation tout au long de cette année. Nous sommes aujourd'hui en train de sortir peu à peu de la crise pour apporter au pays l'électricité dont il a besoin, non seulement pour l'hiver, mais aussi pour les prochaines saisons. Mesdames et messieurs les parlementaires, vous pourrez toujours compter sur EDF et ses agents pour assurer cette belle et grande mission d'intérêt général qu'est le service public de l'électricité. Avec Étienne Dutheil, directeur du parc nucléaire, Hubert Catalette, qui est derrière moi, directeur du projet Corrosion sous contrainte, nous sommes bien sûr à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Merci de votre attention. Bien, je vous remercie pour votre propos. Nous avons bien compris que votre priorité absolue, comme vous l'avez dit, était la sûreté nucléaire. Je laisse donc la parole au président Bernard Dorozuc de son analyse sur cette situation et notamment sur les décisions qui ont pu être prises par l'autorité de sûreté nucléaire. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Tout d'abord, merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette réunion de l'OPEX consacrée à la corrosion sous contrainte qui a été découverte sur le parc nucléaire d'EDF.
Je suis accompagné d'Olivier Gupta, directeur général de l'ASN, et d'un certain nombre de représentants de l'ASN qui pourront également répondre aux questions qui seront posées par les membres de l'OPEX. Alors, sans reprendre le propos introductif de Cédric Lewandowski, qui est très complet, je voudrais de manière générale et de manière liminaire insister sur 4 points. Alors, le premier point, c'est que, tout d'abord, la corrosion sous contrainte, et je dirais, pour être plus précis, la fissuration par corrosion sous contrainte, est un sujet sérieux qui a été traité sérieusement par EDF. Alors, c'est un sujet sérieux, d'abord, parce que la fissuration par corrosion sous contrainte comporte de réels enjeux de sûreté, dès lors qu'elle peut conduire à une brèche sur un circuit auxiliaire directement connecté au circuit primaire sans possibilité de l'isoler, comme ça a été rappelé. Donc c'est sérieux en matière de sûreté. En cas de brèche primaire, donc s'il y avait une rupture de ces circuits auxiliaires, nous serions clairement dans une situation accidentelle. Une situation accidentelle avec des dommages à l'installation et potentiellement une perte durable du réacteur, éventuellement même avec des rejets à l'extérieur, modérés mais existants. Donc, il ne s'agit absolument pas de minimiser l'impact d'un tel événement. C'est une situation sérieuse. La fissuration par corrosion sous contrainte est un sujet sérieux parce qu'il est maintenant clairement générique sur les réacteurs, les 4 réacteurs du palier N4 et potentiellement générique sur les 12 réacteurs du palier Péprine 4, comme l'a indiqué Cédric Lewandowski. Et enfin, les fissurations de corrosion sous contrainte qui ont été découvertes ne sont pas négligeables. Elles sont potentiellement évolutives au sein de l'épaisseur et peuvent atteindre plusieurs millimètres. Des valeurs ont été données, je les confirme. Ça peut atteindre jusqu'au quart de l'épaisseur avec peu de marge par rapport à la taille du défaut critique qui pourrait entraîner une rupture de la canalisation en cas de déclenchement du circuit d'injection de sécurité. Donc c'est un sujet sérieux. Si la fissuration par corrosion sous contrainte est un sujet sérieux, c'est aussi un sujet difficile à traiter. Il s'agit d'une fissuration inattendue, vu le type de matériaux qui était utilisé pour fabriquer ces circuits, et à ce stade, inédite, je le confirme, à cette ampleur, sur le parc mondial des réacteurs à eau sous pression. Et donc, les exploitants, EDF, ne disposaient d'aucun retour d'expérience international pouvant accélérer le traitement de ce phénomène. Il s'agit d'une fissuration difficile à détecter, car se propageant d'une certaine manière en ligne brisée. Ce n'est pas une fissuration de type fatigue thermique en ligne droite, elle se propage en ligne brisée en suivant les joints du métal. Et donc les dispositifs de contrôle non destructifs qui étaient disponibles au moment de la découverte de cet événement, qui n'étaient pas adaptés à la caractérisation de ce type de fissuration, ne permettaient pas de connaître exactement la taille de cette fissuration. Et enfin, il s'agit d'un sujet difficile à traiter, car il nécessite des interventions pour le contrôle et la réparation en milieu dosant, proche du circuit primaire principal, ce qui impose des protections et une durée limitée d'intervention pour les travailleurs. S'il s'agit d'un sujet sérieux et difficile, c'est aussi un sujet qui a été traité très sérieusement par EDF. Et je confirme tout à fait ce qui a été dit par Cédric Lewandowski à l'instant sur la mobilisation de la totalité des équipes d'EDF et des prestataires pour pouvoir mieux approfondir la connaissance de la situation et prendre des mesures de prudence dans l'incapacité que nous étions au démarrage de cet événement de caractériser la taille des fissurations. Ces équipes ont travaillé en étroite relation avec la direction des équipements sous pression de l'ASN, qui dispose d'une expertise reconnue sur ces sujets, et avec la direction des centrales nucléaires de l'ASN, avec l'appui technique de l'IRSN, que je tiens à remercier. Deuxième point, EDF a déployé un plan d'investigation conséquent, très rapidement, qui lui a permis de proposer une stratégie priorisée de contrôle et de réparation. Cette stratégie a été approuvée par l'ASN fin juillet. Elle doit désormais être mise en œuvre.
Comme l'a décrit Cédric Lewandowski, le premier semestre 2022 a été consacré à la mise en œuvre d'un plan d'investigation conséquent proposé par EDF, et je n'y reviendrai pas. Ce plan, basé sur des découpes et des expertises, ainsi que sur des justifications de sûreté, a permis de dégager une vue plus complète de l'état du parc et des enjeux de sûreté. Ce plan d'investigation était indispensable pour comprendre le phénomène, identifier les zones des réacteurs les plus concernés et définir une stratégie de contrôle priorisée. L'ASN a estimé que ce plan d'investigation était pertinent. Comme cela a été indiqué, les investigations menées ont permis d'identifier la géométrie des tuyauteries et les contraintes thermomécaniques comme étant les principaux facteurs d'influence de l'apparition des fissures de corrosion sous contrainte. Les soudures réalisées avec de fortes énergies de soudage et sans arasage constituent également un facteur aggravant en ce qui concerne le développement de ces fissurations sous contrainte. Et donc, la qualité des soudures, notamment celles qui seront mises en œuvre pour réparer les circuits, même si les modes opératoires sont identiques à ceux utilisés à la construction initiale, doit être particulièrement soignée pour éviter la réapparition le plus possible de ce type de fissuration. Ce plan d'investigation a permis d'identifier, comme cela a été dit, les réacteurs N4 et les réacteurs du 1300 du palier P'4 comme étant les plus sollicités. Il y a donc au total 16 réacteurs, 4 N4 plus 12 P'4, qui sont prioritaires. 7 réacteurs parmi les 16 étaient couverts par le plan d'investigation d'EDF, donc fait l'objet de découpes ou d'investigations pour pouvoir connaître l'état de ces circuits et éventuellement engager des réparations. 7. 3 sont en cours de contrôle par rapport à la stratégie qui a été proposée par EDF. Et 6 réacteurs restent encore à contrôler d'ici mi-2023 au plus tard. C'est l'application de la stratégie proposée par EDF qui a été validée par l'ASN. Une priorisation dans les opérations de contrôle d'ici mi-2023 sur les 16 réacteurs qui sont considérés comme étant les plus sensibles. Nous avons estimé que cette stratégie proposée par EDF était appropriée, compte tenu à la fois des connaissances acquises sur le phénomène et des enjeux de sûreté qui étaient associés. Les contrôles seront réalisés avec un nouveau procédé non destructif par ultrasons qui, pour la première fois, permettra de caractériser la taille des défauts sans avoir besoin de procéder à des découpes et donc à des réparations. Les premiers résultats de développement de cette nouvelle méthode de contrôle sont encourageants, mais il reste encore à consolider et cette technique de contrôle devra être qualifiée. Une attention particulière devra être portée aux soudures qui ont été réparées au moment de la construction initiale. Nous avons constaté, au fur et à mesure des investigations qui ont été menées, des expertises, que les soudures qui ont été réparées introduisent des champs de contraintes différents à proximité de soudures et peuvent être à l'origine de développements plus rapides de corrosion sous contrainte. Donc toutes les soudures qui ont été réparées au moment de la construction d'origine devront être contrôlées par la nouvelle technique de contrôle. En fonction des résultats qui seront obtenus, la caractérisation de ces contrôles sur les 16 réacteurs avec toutes les soudures réparées, l'ASN pourra être amenée à demander soit la remise en état des circuits affectés, si la taille des fissurations est importante, soit d'accepter la remise en état de manière différée après justification. Et les décisions de l'ASN seront proportionnées aux enjeux de sûreté. D'ici fin 2025, c'est l'engagement d'EDF, tous les réacteurs affectés devront être contrôlés et éventuellement réparés. Quand je dis tous les réacteurs, c'est l'ensemble du parc, y compris les réacteurs P4, les 8 réacteurs P4 et les 32 réacteurs de 900 MW qui semblent aujourd'hui peu ou pas affectés, mais il faudra bien évidemment vérifier cette hypothèse. Troisième point. Vu le caractère inédit et les enjeux de sûreté, le phénomène de corrosion sous contrainte suscite un besoin naturel de transparence, d'information et de partage d'expérience. La présente table ronde en est d'ailleurs parfaitement l'illustration.
pendant toute la période d'investigation et de dialogue technique avec EDF, l'ASN s'est efforcé de garantir cette information et la transparence du public, ainsi que l'échange d'expériences avec ses homologues à l'étranger. Dès les premiers échanges avec EDF en janvier 2022, l'ASN a mis en ligne un dossier spécifique sur la problématique de corrosion sous contrainte sur son site Internet, consultable bien évidemment par tous, dans lequel figure à ce jour l'ensemble de ses courriers de demande, de ses prises de position, ainsi que les notes d'information qui ont été émises sur le sujet. Les divisions territoriales de l'ASN ont participé aux réunions des commissions locales d'information qui ont abordé ce sujet pour leur faire part de l'état des connaissances et du dialogue que nous avions avec EDF. De la même manière, l'ASN est intervenue lors des présentations qui ont été faites par EDF lors des réunions du Haut Comité sur la transparence et la sécurité nucléaire et participera au prochain webinaire organisé par l'ANCLI et l'ECLI sur ce sujet. Les groupes permanents d'experts placés auprès de l'ASN ont été tenus informés et se sont prononcés sur les avis émis en vue des avis émis de l'ASN, sur la stratégie proposée par EDF et les moyens de contrôle qui ont été développés. Nous avons réalisé 38 inspections sur le sujet depuis le début de cette affaire. Donc nous suivrons de très près les opérations, les chantiers qui sont réalisés par les prestataires. Et les lettres de suite de ces inspections sont toutes disponibles également sur le site Internet de l'ASN. Nous avons mené plusieurs actions de partage de connaissances et d'échange avec les autres régulateurs internationaux, soit dans le cadre des instances européennes, l'ENSREG, l'ENRA, des instances internationales comme l'INRA, et dans le cadre des réunions bilatérales que nous avons avec nos homologues à l'étranger. Et je dois dire qu'il y a une forte demande de connaissances, d'informations de la part de nos homologues, qu'il s'agit de nos homologues européens, de nos homologues nord-américains, asiatiques et même l'Afrique du Sud, qui est équipée de réacteurs de conception Westinghouse, proche d'un concept français également. Donc ce sujet suscite un fort intérêt et de nombreux régulateurs ont d'ores et déjà demandé à leurs exploitants de réaliser des contrôles sur leurs propres installations. Enfin, je terminerai par un quatrième point qui concerne les enseignements que nous pouvons tirer à ce stade de cet événement. J'en vois trois principaux. Tout d'abord, au vu des découvertes faites, je pense qu'il faut d'abord en tirer un enseignement de prudence. L'ASN considère que les connaissances sur le phénomène de corrosion sous contrainte sont encore évolutives et que le programme de contrôle devra être adapté si les contrôles ou les analyses mettaient en évidence des éléments nouveaux. Le premier résultat de contrôle réalisé par la technique de ND améliorée montre que des tailles de fissuration non rencontrées dans la phase d'investigation avec des coupes pourraient être détectées. Et de même, il faut rester prudent sur les capacités industrielles disponibles qui mobilisent des segments industriels déjà en tension, les contrôleurs non destructifs, les tuyauteurs, les soudeurs, et il convient de renforcer davantage ces capacités industrielles pour pouvoir faire face, bien sûr, à l'ampleur des opérations de contrôle et de travaux qui sont encore devant nous. Le second enseignement est que, dans une démarche de défense en profondeur, la capacité des exploitants à aller voir les choses auxquelles on ne s'attend pas nécessairement doit être confortée, doit être entretenue. C'est l'objet, certes, des plans de maintenance préventive des exploitants qui devront être complétés au vu du retour d'expérience de cet événement, mais aussi de l'examen de conformité détaillé que nous demandons aux exploitants de réaliser lors des visites décennales. Comme l'a indiqué Cédric Lewandowski, c'est d'ailleurs à l'occasion d'une visite décennale que le phénomène a été découvert. Allez voir les parties de l'installation que l'on ne voit pas facilement en exploitation normale. Par exemple, des réseaux enterrés, des câbles électriques, d'autres parties de l'installation. Vérifiez que les a priori sur la tenue des équipements sont bien justifiés et utiliser les nouvelles techniques de contrôle non destructif plus performantes reste une préoccupation des exploitants dans les industries à risque de manière générale. C'est valable dans le nucléaire comme dans les autres secteurs d'industrie à risque, la chimie, le pétrole, l'offshore, voire même pour les grands ouvrages de génie civil. Donc on est face à un phénomène qui est un phénomène industriel, qui est un phénomène normal, naturel de
progression, je dirais, dans la connaissance de la tenue des installations. Donc il faut l'entretenir parce qu'il est tout à fait indispensable, on le voit bien, avec la découverte de phénomènes qui étaient inattendus. Et enfin, le dernier enseignement que je tire à ce stade, c'est la réaffirmation du besoin maintes fois exprimé par l'ASN de disposer de marges pour la sûreté. En 2013, l'ASN avait formulé un avis dans ce sens dans le cadre du débat sur la politique énergétique à l'époque. Dans cet avis, l'ASN soulignait l'importance de disposer de marges suffisantes dans le système électrique pour pouvoir faire face à la nécessité de suspendre simultanément, pour des raisons de sûreté, le fonctionnement de plusieurs réacteurs. Ce besoin a été réaffirmé à plusieurs reprises, notamment dans les rapports annuels de l'ASN sur l'état de la sûreté et lors des présentations de ces rapports à l'OPEX, notamment le rapport de 2018 et le rapport de 2021. La situation actuelle illustre la nécessité impérative de restaurer des marges pour la sûreté dans le futur mix énergétique et dans les décisions qui seront prises en termes de dimensionnement des capacités de production électrique, quelles qu'elles soient, dans le cadre du mix énergétique à l'horizon 2050. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, ce que je souhaitais dire en propos liminaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Je suis très heureux de pouvoir apporter un éclairage complémentaire au compte-rendu que viennent de nous apporter les acteurs institutionnels. Et je voudrais commencer par saluer le sérieux, l'étendue, la rapidité du travail d'analyse technique qui a été mené et résumé ici, dont nous avons notamment pu prendre connaissance en groupe permanent d'experts, même si je regrette, s'agissant d'un sujet spécifiquement équipement sous pression nucléaire, qu'on n'y dispose pas, pour des raisons institutionnelles, du même niveau de mise en critique par l'IRSN que sur d'autres dossiers de sûreté. Pour autant, je voudrais insister sur quelques enseignements à tirer de cette situation, en commençant par rappeler qu'au vu des résultats à date qui pointent l'apparition et le développement rapide du phénomène jusqu'à atteindre une zone de compression qui a arrêté la propagation de ces fissures, eh bien, une dizaine de réacteurs ont fonctionné depuis 15 à 20 ans avec des fissures non détectées sur un circuit d'importance essentielle pour la sûreté, ce qui, évidemment, n'est pas rien. Alors certes, ces fissures semblent s'être arrêtées à une profondeur qui permet en tout cas de tenter de justifier leur non-nocivité, et aucune situation d'accident n'a nécessité d'éprouver leur robustesse en situation critique, mais on aurait aussi bien pu être confronté à cela. Et ce constat, je pense, doit nous conduire à beaucoup de modestie concernant l'état réel des réacteurs par rapport aux hypothèses de sûreté, le fameux sujet de la conformité. En l'occurrence, un point qui me semble important, c'est que si l'instruction technique s'est, à juste titre, concentrée sur la caractérisation du phénomène, sa compréhension et la stratégie de gestion qui en découle, on a peu discuté en fait de la manière dont ce risque a été correctement ou non pris en compte à la conception. Si on en croit les explications techniques sur le fait que le phénomène de stratification lié à l'allongement des lignes soit le facteur déclenchant, on peut en déduire que si le risque de corrosion sous contrainte était bien identifié dès l'origine, il n'a pas été maîtrisé à deux niveaux clés de la défense en profondeur, la conception et la surveillance. En particulier, il semble que si l'ensemble des paramètres a apporté une qualification correcte sur les réacteurs 900 MW de Westinghouse dont le modèle a été importé en France, voilà, l'impact de l'allongement de ces lignes n'a pas été anticipé lors du passage au palier 1300 puis au palier N4. Au passage, on peut s'interroger sur la manière dont ce point a été traité dans l'augmentation des puissances de réacteurs conçus au fil du temps par Westinghouse sur la même base, qui ne semble pas affecté par le même problème. Au-delà de ce constat, ce qui m'inquiète dans cette situation, c'est qu'elle nous dit des choses de la faible capacité prédictive des propriétés mécaniques des équipements sous pression nucléaire
hors de leur domaine qualifié. Dans le domaine qualifié, tout va bien et on dispose d'une grande capacité de caractérisation destructive des propriétés de ces équipements qui donc permet de qualifier un domaine de dimensionnement. Mais on constate que la multiplication des facteurs en jeu, les nuances d'acier, les écarts de composition, les modes de soudage, les différentes contraintes auxquelles ces équipements sont soumis et la complexité des relations entre ces différents facteurs rend visiblement difficile de projeter les conséquences sur les propriétés attendues de différents écarts par rapport au domaine qualifié. On l'avait vu, ça a été rappelé, je crois, par monsieur le vice-président tout à l'heure, sur la cuve de l'EPR, où un nombre d'essais aussi important que pour la qualification de l'ensemble des cuves du parc actuel a été nécessaire pour caractériser les propriétés du couvercle et du fond de cuve ségrégé. On l'a vu aussi sur le dossier du générateur de vapeur de Fessenheim, où une pièce qui avait été fabriquée de façon explicitement non conforme au procédé initial a fait l'objet, après dépôt d'un dossier de justification par EDF, d'une conclusion positive. Et je me souviens encore qu'en groupe permanent, de nombreux experts se sont déclarés surpris par le comportement étonnamment bon de cette pièce. En d'autres termes, ils n'étaient pas en mesure de prédire correctement l'impact des écarts constatés. Cela veut dire que, du point de vue de la sûreté, on est exposé au risque que des écarts, même minimes, dans les conditions de fabrication ou d'exploitation de ces équipements sous pression nucléaire, conduisent à des écarts potentiellement importants de leur comportement par rapport aux propriétés attendues. Et ce point m'amène à deux préoccupations. La première, s'agissant du parc actuel, c'est qu'il faut s'interroger sur tous les écarts de conformité repérés, voire non repérés. Mais pour ceux qui sont repérés, je pense en particulier au dossier de fabrication de Creusot-Forges, dont une grande partie a fait l'objet d'écarts, et sur la manière dont les incertitudes générées par ces écarts sont croisées dans les démonstrations de sûreté avec différents enjeux, ces démonstrations postulant au titre de la conformité que les équipements réagissent comme il est prévu, mais ces études, à mon sens, ne sont pas. Cette hypothèse d'écart n'est pas suffisamment croisée lorsqu'il s'agit des analyses de conformité, des analyses de vieillissement ou de celles sur la tenue à des situations extrêmes menées dans le cadre du retour d'expérience de Fukushima. J'avais sur ce point déjà formulé dans le cadre du volet conformité du 4e réexamen décennal des réacteurs 900 MW, une proposition que je renouvelle ici qui consiste vis-à-vis de ce risque à engager une démarche de type stress test consistant à postuler, selon une méthode évidemment à définir, des écarts non détectés des propriétés mécaniques de ces équipements et à tester la robustesse de la démonstration de sûreté à ces écarts. L'autre point auquel ce constat m'amène, c'est de souligner, face aux incertitudes auxquelles on est confronté, la fragilité qu'introduit le principe même d'exclusion de rupture, puisque tout problème constaté a posteriori, après application de ce principe, affaiblit irréversiblement la défense en profondeur. Ce point a été... cette exclusion de rupture a été étendue par EDF lors de la conception de l'EPR de Flamanville, avec le succès que l'on sait. On a pu observer les problèmes des soudures du circuit secondaire principal ou des piquages de circuits auxiliaires sur le circuit primaire. Et EDF souhaite à nouveau appliquer de façon extensive ce principe d'exclusion de rupture à la conception de l'EPR. Je pense que les difficultés constatées dans ce dossier doivent amener à beaucoup plus de prudence sur ce point. Le deuxième volet que je souhaite développer un peu plus rapidement, c'est la question des problèmes d'arbitrage entre sûreté et sécurité. On le sait depuis longtemps, la forte dépendance du système électrique français à un parc nucléaire standardisé constitue, sans négliger l'avantage que constitue cette standardisation du point de vue de la sûreté, une véritable fragilité du point de vue de la sécurité électrique. Le président de l'ASN de l'époque, et M. Dorozuc l'a rappelé, avait dès 2013 souligné dans le débat national sur la transition énergétique que le système électrique ne disposait pas des marges nécessaires pour faire face à l'indisponibilité, pour une raison de sûreté générique, d'une dizaine
de réacteurs. On sait qu'on n'a pas fait grand-chose depuis entre le retard sur les renouvelables. La France est le seul pays à avoir raté son objectif européen en 2020. La faiblesse des actions de maîtrise de la demande et le frein à la fermeture des réacteurs pour diversifier et réduire cette dépendance. Et cet hiver, nous y sommes, précisément au type de situation que décrivait Pierre-Franck Chevet. Cette situation, elle nous expose en fait mécaniquement à un arbitrage par nature malsain entre sécurité électrique et sûreté nucléaire, qui se double dans le contexte de crise énergétique que nous connaissons, d'une pression induite par l'envolée des prix de marché, que les perspectives données par EDF, avec une prévision d'à peine 50% de facteur de charge du parc nucléaire pour 2022 et à peine plus pour 2023, ont évidemment exacerbé. EDF a beaucoup communiqué sur une application volontaire et vertueuse du principe de précaution lorsque les premiers résultats ont conduit au constat rappelé sur Civaux 1 en arrêtant préventivement les 4 réacteurs du palier N4. Mais on peut constater que le même principe de précaution n'a pas été appliqué lorsque un problème a été détecté sur un réacteur du palier P'4, Panlien, et on peut clairement y voir le poids de l'impact qu'aurait eu la même application du principe de précaution sur la sécurité électrique. Plus largement, on a vu, me semble-t-il, l'évolution générale, l'orientation générale du dossier évoluer sous cette pression des enjeux d'approvisionnement électrique. Alors EDF a réalisé de nombreuses opérations, bien sûr, ça a été rappelé, mais très vite, l'opérateur s'est engagé dans une démarche d'étalement des contrôles, priorisant certains réacteurs pour mieux retarder l'examen des autres. Et puis, une fois que l'ASN a accepté cet étalement, EDF a plaidé pour une mise en œuvre rapide des réparations des portions de circuits découpés, avant même que l'instruction technique ait permis de caractériser avec suffisamment d'assurance les facteurs en jeu pour s'assurer de la non-reproduction de ce problème. Appelé par le gouvernement à produire des signaux susceptibles, je cite, de refroidir les marchés, EDF a pris des engagements très volontaristes sur le redémarrage des réacteurs. Pour s'en convaincre, on peut observer que RTE, dans son analyse prévisionnelle sur le passage de l'hiver 2022-2023, prévoit sur la période de décembre à janvier, en hypothèse haute, une disponibilité moyenne du parc environ 10 gigawatts inférieure aux engagements pris par EDF. Et globalement, cette situation conduit aujourd'hui à accélérer les réparations en faisant appel, ça a été dit également, à des soudeurs américains et en relâchant les marges de prudence habituellement appliquées vis-à-vis des limites réglementaires de radioprotection des travailleurs. On arrive maintenant avec le cas de Cattenom 1 qui a été mentionné rapidement par l'IRSN à la fin de son intervention, à une nouvelle étape où EDF cherche à justifier, plutôt qu'une découpe et réparation immédiate sur une voire 2 fissures suspectées, si j'ai bien compris, le report de ces opérations à un nouvel arrêt programmé après l'hiver. Une telle stratégie, si elle devait être validée par une décision à venir de l'ASN, ne reposerait clairement pas sur un raisonnement ne faisant intervenir que la sûreté, mais sur une forme de dérogation motivée par les enjeux de sécurité électrique. Et cette dérive, globalement, me semble dangereuse. Elle appelle, en conclusion, à se poser la question des options pour rendre le système électrique moins dépendant à la disponibilité à tout prix du parc nucléaire. Ça tombe bien, c'est en partie l'objet du débat public sur les nouveaux EPR qui s'ouvre aujourd'hui et de la concertation ouverte par le gouvernement sur l'avenir du système énergétique. Elle appelle également, et c'est une préoccupation fortement exprimée par le groupe permanent, à l'élaboration par EDF d'une stratégie plus pérenne de traitement de cette situation que la méthode de détection, réparation mise en œuvre dans une vision de court terme pour l'instant. Et puis je finirai par évoquer la question de la transparence, puisque ce point a été mentionné à plusieurs reprises. Je voudrais simplement rappeler ici que celle-ci ne s'arrête pas à mettre à la disposition du public l'information synthétique que l'exploitant ou l'autorité estime nécessaire, mais elle doit permettre l'accès du public à toute l'information non légitimement couverte par les différents secrets. On en reste, à mon sens, pour l'instant, très loin dans ce dossier. Je vous remercie.
Merci de ces questions et du temps que vous consacrez à ce sujet qui est effectivement tout à fait fondamental. Je voudrais quand même redire ce que j'ai dit en conclusion tout à l'heure, qui est tout à fait clair. Il n'y a pas d'arbitrage entre la sûreté et la sécurité d'approvisionnement. La sûreté est une priorité absolue. Si nous avons la moindre conviction technique ou scientifique qu'un réacteur se trouve en difficulté, nous l'arrêtons. Et c'est ce que nous avons démontré très clairement dans cette crise. Puisque je vous rappelle que nous avons pris la décision d'arrêter une douzaine de réacteurs, alors même que nous étions en plein hiver. Donc à un moment où l'approvisionnement en électricité est évidemment une question cruciale pour nos concitoyens. Donc sur ce terrain-là, je récuse le mot d'arbitrage. Nous serons toujours, d'abord et avant tout, au service de la sûreté. Et bien évidemment, le second point est bien celui de la sécurité d'approvisionnement auquel on est très attentif, plus que jamais dans ce temps de crise énergétique. Mais je tiens à le redire puisqu'il est absolument fondamental et il nous a amené à prendre des décisions très radicales, vous le savez. Deuxième remarque qui répond à quelques-unes des questions qui ont été posées ou évoquées. Pourquoi une partie du parc? Pourquoi? Toutes ces questions sont légitimes. Je vous ai dit, pour ce qui nous concerne, nos premières convictions, mais avec humilité. C'est-à-dire qu'il reste encore beaucoup de travail, y compris de recherche et développement, pour être parfaitement certain d'aboutir à un consensus scientifique et technique. Vu d'EDF, la prépondérance, le facteur prépondérant de la création de cette corrosion sous contrainte, c'est bien le design des lignes. Je dis bien que ce n'est pas nécessairement partagé. Mais vu de nous, c'est le design des lignes. Or, au regard de votre interpellation, les lignes sont de plus en plus complexes avec le temps. Elles sont plus complexes dans le dernier palier du N4 que dans le 1300 MW et plus complexes dans le 1300 MW que dans le palier 900 MW. Ce qui veut de nous est sans doute un élément d'explication. Mais il y en a d'autres. J'ai évoqué le sujet de l'oxygène, qui a été évoqué aussi par l'IRSN. Il va falloir travailler sur ce plan-là et on va mener un certain nombre d'expertises. La question de la température est évidemment aussi très importante. Et également des typologies de soudure, peut-être, à partir desquelles on détecte ce défaut. Donc tous ces éléments-là sont encore en partie sur la table. Mais la prépondérance des lignes, vue de nous, conduit à l'explication du fait que, oui, nous estimons que le palier 900 MW, donc les 32 réacteurs, ne sont pas ou peu affectés par la corrosion sous contrainte a priori. Mais vous avez entendu le ou peu. Donc par rapport, je le dis aussi, par rapport à l'idée qu'il n'y aurait pas de corrosion sous contrainte sur le palier 900 MW, certainement une affirmation que je ne partage pas. Nous avons du travail à réaliser sur le sujet et nous avons pris l'engagement vis-à-vis de l'autorité sûreté nucléaire, cela a été rappelé par le président de Rodzuc, du fait que nous allions contrôler toutes ces lignes de tous nos réacteurs, y compris de 900 MW, d'ici à la fin 2025. Simplement, nous avons priorisé sur notre travail, sur les réacteurs qui sont, vus de nous, les plus potentiellement affectés. C'est ce qu'on appelle le P'4, les 12 réacteurs que j'ai évoqués tout à l'heure, et dont le président de Rodzuc a redit à l'instant que nous avions pris l'engagement de les contrôler avant la mi-2023. Voilà, c'est simplement qu'il y a sans doute un ordre de priorité qui est lié, vu de nous, à la prépondérance des lignes, mais bien sûr que beaucoup de travail, de compréhension reste à faire. Ce qui me mène à l'autre sujet, qui est tout à fait fondamental, vous l'avez évoqué, c'est la vitesse de propagation des fissures. Aujourd'hui, nos experts arrivent à une espèce de vitesse enveloppe d'une propagation de 0,5 mm par an. Cette donnée-là n'est pas consensuelle aujourd'hui. Elle doit faire encore l'objet d'un très grand nombre de travaux sur lesquels nous sommes concentrés les uns et les autres. Évidemment qu'elle est tout à fait fondamentale, tout à fait fondamentale pour avoir la bonne compréhension demain de la maîtrise de ce process. Troisième remarque,
le manchonnage, l'overlay, pour reprendre le mot consacré dans ce domaine-là. Pourquoi est-ce que nous ne l'avons pas retenu, monsieur le sénateur? Mais tout simplement parce que c'est un process qui n'est pas qualifié dans notre réglementation française. Donc nous ne l'excluons absolument pas, c'est ce que j'ai dit peut-être un peu rapidement tout à l'heure, mais aujourd'hui il n'est pas qualifié. Or, qualifier un process de cette ampleur-là, on parle bien de circuit auxiliaire au circuit primaire, demande plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années d'instruction pour pouvoir aboutir. Et donc, il nous était impossible de mettre en place cette technique-là au regard de notre enjeu qui reste bien, et c'est le second, la sécurité d'approvisionnement. Là, évidemment, notre objectif, c'était bien de remettre des réacteurs en marche sur le réseau. Pour autant, nous avons parfaitement entendu, et notamment j'ai évoqué les experts internationaux que nous avions invités à Paris, notamment de PRI d'ailleurs, des Américains, qui nous ont dit mais c'est peut-être un sujet que vous devriez remettre sur la table au vu de cette crise, c'est un sujet qu'il faut étudier. Et donc oui, je l'ai annoncé devant vous, nous allons étudier cette question-là de l'overlay et nous allons bien évidemment engager un dialogue avec l'ASN sur la question. Ça paraît absolument fondamental. Voilà ce que je peux répondre. Oui, sur la présence de soudeurs, d'usineurs étrangers. Je voudrais être très clair sur 2 points, parce qu'il y a beaucoup de confusion là aussi. Premier sujet, nous avions besoin le plus rapidement possible de fonderies en capacité de nous préparer des lingots d'inox de qualité et ensuite de les forger en fonction de nos spécifications. C'était évidemment une tristesse pour nous que de ne pas avoir trouvé, dans les temps impartis, de fondeurs français en capacité de faire ce travail. Et donc je suis très reconnaissant à 2 fondeurs d'Italie du Nord d'avoir répondu présent et de nous fournir aujourd'hui un travail de très grande qualité. Du côté des soudeurs et des usineurs, des tuyauteurs, nous avons, et le sujet est parfaitement connu de tout le milieu industriel, un déficit très clair dans cette profession. Nous avons besoin de beaucoup de soudeurs, de tuyauteurs et d'usineurs dans notre pays, ça c'est clair. C'est la raison pour laquelle le sujet a été évoqué. Nous avons par exemple recréé une école de métier en ce moment à Cherbourg sur le soudage et il y en aura d'autres, c'est une évidence parce que nous avons besoin de ces compétences-là. Donc premier point, il y a un déficit industriel qui ne concerne pas que l'industrie nucléaire mais qui est beaucoup plus large. Le deuxième point, nous l'avons évoqué rapidement, mais qui est très important, c'est que ce sont des travaux qui se font dans un environnement radioactif, avec des dosimétries importantes. Et donc, il irait de soi que nous respectons non seulement la réglementation, mais en vérité, on prend même une marge par rapport à la réglementation de la dose acceptable pour chacun des salariés, quels qu'ils soient, EDF ou prestataires, qui viennent travailler, évidemment, auprès de nous. Et il est clair qu'à partir d'un certain nombre d'heures de travail, tout simplement, pour éviter de dépasser la dose prescrite, ces personnes-là doivent se retirer. Ce qui est parfaitement clair, nous demande donc une rotation de personnel tout à fait considérable. C'est à ce titre-là qu'un certain nombre des groupements qui travaillent avec nous et que j'ai salué tout à l'heure ont fait appel à une main-d'œuvre étrangère de grande qualité. Alors on a parlé beaucoup d'Américains ou de Canadiens, mais on a aussi beaucoup d'Européens qui sont venus rapidement à notre secours pour conforter le travail que nous souhaitions mener et que nous souhaitions mener rapidement. Voilà pourquoi nous avons fait appel à ce monde-là, mais en vérité, il représente de toute façon, cette main-d'œuvre étrangère, moins de 10% des effectifs qui travaillent à nos côtés, notamment en termes de soudeurs, de tuyauteurs. Étienne, est-ce que j'ai oublié ou non précisé quelque chose ? Peut-être simplement un point concernant la question de Madame la sénatrice sur l'évolution des matériaux entre les différentes générations de réacteurs. Nous sommes toujours restés sur les mêmes matériaux, à un détail près, mais qui n'intervient pas dans le cadre de la CSC. Ce sont toujours des aciers inoxydables austhénitiques qui ont des propriétés intéressantes de résistance et de capacité à être soudés. Donc l'évolution des matériaux n'est pas une explication aujourd'hui qui est retenue dans le cadre de la CSC. Et d'autre part, nous n'avons pas non plus constaté dans nos analyses de déviation sur les matériaux utilisés par rapport aux spécifications. Tous les matériaux étaient conformes. Peut-être un point sur la temporalité que vous avez évoqué.
En fait, la question de la temporalité, c'est la question de la périodicité des contrôles de maintenance. Or, il faut bien avoir en tête que la maintenance, c'est quelque chose qui est revisité en permanence en fonction du retour d'expérience, en fonction de ce qu'on constate sur nos installations, avec parfois des allègements si on voit que la maintenance ou les contrôles étaient surabondants, ça peut arriver aussi, ou parfois des approfondissements, et là on est vraiment dans ce cas-là, si vous constatez que vous êtes sur une situation qui était inattendue ou qui nécessite un renforcement des opérations de maintenance. Donc concrètement, à la suite de la découverte de corrosion sous contrainte, nous allons évidemment élaborer un programme de contrôle adapté à la surveillance de cette maladie, entre guillemets, que nous avons découverte ici, et dont la périodicité va être adaptée à ce que l'on comprend de la cinétique du phénomène et de son évolution. Et ça, c'est encore un sujet en cours d'étude. Monsieur le directeur général. Sur le mentionnage, l'overlay, donc évidemment si EDF souhaitait explorer cette piste et que la SN nous saisit sur le sujet, nous l'expertiserions. Un des sujets qui sera probablement compliqué, c'est le contrôle des soudures, parce que si vous les entourez, c'est plus compliqué à contrôler. Donc ce sera un sujet important dans un éventuel échange technique. Sur les conséquences sur les futurs chantiers et sur l'avenir, donc un juge de paix, c'est vraiment le moyen de contrôle. D'ailleurs, c'est une des activités sur lesquelles l'IRSN a une R&D, c'est les moyens de contrôle au-delà de ce système-là, sur les installations qui vieillissent, c'est un point essentiel. Ça, c'est le premier point. L'oxygène, alors avec EDF, on est d'accord sur la stratification, on n'est pas pour l'instant, on n'a pas convaincu EDF de l'importance de l'oxygène, mais je ne désespère pas d'y arriver. Et le dernier point, c'est que sur l'EPR et l'EPR2, les soudures sont arasées, ce qui est un facteur favorable d'une part pour l'apparition des soudures et surtout pour le contrôle. Monsieur le député Alexandre Sabatou. Oui. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos retours. Et je tiens à vous féliciter pour la rapidité et la qualité de traitement de ces incidents qui doit rassurer les Français, notamment sur votre capacité à gérer des crises qui, comme vous l'avez souligné, étaient inédites. Moi, je me pose tout de même une question, c'est y a-t-il un vrai risque ou avons-nous fait de l'excès de zèle dans cette gestion de crise, à cause notamment de l'hypermédiatisation des sujets nucléaires et de la pression que vous ressentez à ce titre? Qu'en est-il chez nos voisins? Parce que, donc voilà, moi je sais à peu près comment cela fonctionne. L'ASN fait une analyse, rajoute une marge, et ensuite, chez EDF ou les acteurs travaillant dans les centrales nucléaires, pour que les contrôles avec l'ASN se passent bien, vous rajoutez également une marge. Donc n'en faisons-nous pas trop, ce qui nuirait à notre productivité en transformant finalement cet excès de sécurité en une entrave à notre capacité au niveau du nucléaire. Et donc, qu'en est-il chez nos voisins? Est-ce que nous sommes les plus sécuritaires ou est-ce que, il me semble qu'aux États-Unis, ils sont un peu plus souples de ce point de vue-là? Et donc, quel est votre avis sur ce sujet? Et pourquoi cette question? Parce que dans les documents que vous avez mis à notre disposition, vous avez expliqué que ces fissures représentaient 10% de l'épaisseur du tuyau. Vous avez mentionné à l'IRSN la notion de défaut critique. Donc justement, la question se pose, c'est est-ce qu'il fallait, du fait que vous expliquez que la propagation de ces fissures augmente de quelques millimètres par an, enfin de l'ordre du millimètre par an, est-ce qu'il était nécessaire d'arrêter un tiers de la production du nucléaire français pour faire face à cet incident? Ou est-ce qu'on aurait pu imaginer de lisser justement cette réparation, cette gestion de crise pour limiter ce que nous vivons aujourd'hui avec la crise énergétique? Et je terminerai mon propos au niveau de la présence de l'Institut Négawatt. Donc je ne remets pas en question du tout l'existence et de votre association ou de ce que vous apportez au débat, parce que je pense qu'il faut du pour et du contre pour prendre les meilleures solutions pour les Français. Mais je me pose la question de la présence de cet institut au sein de cette audition sur ce sujet. Merci. Bien, Madame la sénatrice Catherine Procaccia. Oui, bonjour. J'ai pu avoir beaucoup de questions à poser, mes collègues ayant abordé quasiment tous les thèmes. Je voudrais relayer un petit peu la dernière intervention, effectivement par rapport à l'expérience étrangère. Est-ce que nos contrôles sont plus pointus ou est-ce que nos méthodes
nos soudures, nos tuyaux ne sont pas les mêmes qu'à l'étranger. Parce qu'on sait bien qu'en France, et en tout cas sous la houlette de l'ASN et de l'IRSN, on a une grande fiabilité de la sûreté. Mais d'essayer de comprendre, mais vous nous l'avez bien dit, que c'était pas évident de savoir quelle était la raison entre le métal, entre les usages et autres. Et j'ai simplement une question qui demeure, mais c'est pour Monsieur Lewandowski. Vous avez parlé de la relecture a posteriori des contrôles sur 10 ans. Est-ce que ça vous a révélé quelque chose et est-ce que c'est une pratique habituelle? Moi, je me souviens d'auditions ici sur des problèmes de soudure des cuves. C'est pas les premières fois que sur des centrales nucléaires on se penche sur le problème des soudures. Et est-ce que cette relecture est habituelle et est-ce qu'elle vous a, en tout cas auparavant, apporté quelque chose? Merci. Monsieur le sénateur André Guilleul. Oui, bonjour. Je m'associe aux remerciements de tous les intervenants et puis particulièrement aussi à l'Office pour développer cette transparence dont le nucléaire a tant besoin parce que tout repose sur la confiance. Alors, si vous permettez, je vais aller un peu plus loin. En tant que membre de la Commission de défense, est-ce que les installations embarquées de notre marine, SNA, SNLE, porte-avions Charles de Gaulle, connaissent les mêmes problèmes, sachant que ce n'est pas les mêmes géométries du tout? Et puis, s'ils ne connaissent pas ce type de problème, à ma connaissance, c'est le cas, quelles leçons pourrons-nous tirer pour vos installations? Et puis surtout, le développement des petites unités nucléaires que le président de la République a évoqué, comment elle peut trouver sa place dans le mix énergétique que vous développez à EDF? On débordera un petit peu du cadre de la corrosion sous contrainte, mais ce sera intéressant quand même d'avoir une perspective. Vous avez raison d'en profiter de leur présence. Peut-être si vous voulez reprendre la parole. Merci à nouveau pour toutes ces questions. Peut-être commencer par la question de Madame la sénatrice sur la relecture a posteriori. Tout simplement, à partir du moment où nous étions confrontés sur Civaux 1 à un phénomène que nous ne comprenions pas, qui n'était pas conforme à ce que nous disposons dans notre référentiel, il nous a paru intéressant d'aller fouiller dans l'ensemble de nos archives pour essayer de retrouver des notations, et on appelle ça, nous, des indications, des signaux éventuellement atypiques qui auraient pu être éventuellement signifiés dans toutes les années précédentes lors des visites décennales sur l'ensemble du parc. Est-ce que nous le faisons régulièrement? Oui. Est-ce que nous le faisons avec cette ampleur? Non. Effectivement, la particularité, c'est qu'on est allé voir l'ensemble. C'est des dizaines de gens qui ont été mobilisés pour aller redétailler l'ensemble de nos archives. Est-ce que ça a été utile? Oui, bien sûr, puisque c'est justement ce travail documentaire qui nous a permis de définir très précisément les 7 réacteurs complémentaires aux 4 premiers et à Penly 1 que j'évoquais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que sur ces 7 réacteurs, nos experts nous ont dit, nous estimons que les notes prises, les indications qui ont pu être vues à l'époque ressemblent à ce que nous pensons voir à Civaux 1. Donc, à nouveau, il n'y a pas de vérité révélée. Nous sommes à l'époque dans un moment où il faut bien prendre les éléments dont on peut disposer face à un phénomène inconnu. Mais ça a été effectivement extraordinairement utile et ça renvoie à nouveau accessoirement à la qualité des archives de la maison et la manière dont la traçabilité de l'ensemble de nos outils est non seulement nécessaire, mais vraiment extrêmement utile. Et nous a permis d'apporter ces éléments. Donc, grâce soit rendue à tous ceux qui contribuent à cette traçabilité. Sur la question très précise des installations embarquées du côté de la Défense, sachez que nous avons évidemment des contacts réguliers et qu'ils ont été informés de l'ensemble de nos travaux. Maintenant, je permettrai de vous renvoyer à eux, comme vous êtes à la commission idoine, pour leur poser la question. Mais nous sommes dans une situation qui est très, très différente. Donc difficilement comparable. Mais le travail a été fait d'échange sur le plan technique, soyez-en assurés.
Peut-être, Étienne, sur la dimension internationale qui a pu être évoquée et le partage. Oui, depuis le début de la crise corrosion sous contrainte, j'ai des échanges avec mes homologues, plus particulièrement avec mes homologues en Europe d'ailleurs, sur le sujet que j'ai tenu régulièrement informés. Nous avons des réunions qui me permettent de faire cela. Je les ai tenus informés à la fois de l'évolution de la crise chez nous, mais aussi de nos premières conclusions, puisque ça leur permet aussi de nourrir leurs propres réflexions. Je pense en particulier à ce que nous avons détecté sur l'influence du design, qui peut les réinterroger, les amener à prioriser. Et puis tout récemment, j'ai eu l'occasion de le faire cette fois-ci avec dans le cadre d'une réunion mondiale des exploitants où donc les organisateurs avaient sollicité EDF pour faire une présentation complète dans le domaine de la corrosion sous contrainte. Donc il y a bien un partage entre les différents exploitants, chacun traitant le sujet dans le cadre réglementaire qui est le sien et qui conditionne une grande partie de la suite des événements, si je puis dire. Par rapport à la question de l'excès de zèle que vous avez posée, monsieur le député, c'est une question très clairement légitime, mais nous avons eu le sentiment, au contraire, d'être les plus pragmatiques possibles, avec toujours un seul principe, pardon de le répéter, mais qui est que la priorité absolue est bien celle de la sûreté. À partir de là, quand vous êtes confronté à un défaut que vous ne connaissez pas, qui est dans un circuit auxiliaire du circuit primaire, c'est-à-dire dans un lieu qui est évidemment très particulier dans une centrale nucléaire, la moindre des choses, c'est de prendre le maximum de précautions. Et nous pensons avoir eu raison de le faire avec le recul du temps, pas simplement au nom du principe, mais tout simplement parce que la taille et la profondeur d'un certain nombre de fissures, notamment quand elles sont sur l'ensemble de la circonférence, renvoient à des analyses de sûreté qui doivent être très clairement remises sur le métier. C'est le travail que nous sommes en train de faire tous ensemble avec l'ASN et l'IRSN. Donc non, nous n'avons pas eu le sentiment d'en avoir trop fait, au contraire. Je pense qu'on a essayé de mesurer nos efforts au regard de la politique de sûreté telle qu'elle nous apparaissait absolument essentielle. Par ailleurs, la réglementation française, et qui est de bonne loi, dit que sur ces tuyauteries-là, on n'admet pas de défaut, on n'admet pas d'aléas, et ça paraît aussi assez naturel que de pouvoir garantir à nos concitoyens que lorsqu'on approche le circuit primaire, on a affaire à un matériel qui est dans un état d'exception. Je tiens à vous rassurer, un tiers de l'appareil de production n'a pas été arrêté du fait de la corrosion sous contrainte. Il se trouve qu'en ce moment, c'est ainsi, les sujets se cumulent. Nous avons en parallèle un programme considérable qui est le grand carénage, qui nous permet de passer de 40 à 50 ans, comme vous savez, de vie pour une partie de nos réacteurs, en tout cas le 900 MW, et que ces travaux conduisent à effectivement l'arrêt durable, près de 6 mois, d'un grand nombre de nos réacteurs, justement du fait de ce grand carénage qui a commencé maintenant depuis 2 ans. Donc c'est bien le cumul de travaux tout à fait considérables sur le grand carénage qu'on appelle post-Fukushima, donc les VD4 du 900 MW, plus la corrosion sous contrainte qui nous a amené à cette perte de productible qui est tout à fait considérable. Il ne s'agit certainement pas de la relativiser, mais qui nous conduit à prévoir effectivement cette année un productible de l'ordre de 280 à 300 TWh pour l'année 2022. Sur la question des SMR, peut-être très rapidement, puisque c'était votre question un peu indépendante de notre sujet, nous pensons, au regard de l'ensemble des analyses internationales, de l'Agence internationale de l'énergie et de l'Union européenne, qui toutes convergent pour dire que l'électricité va connaître des courbes de croissance tout à fait considérables, notamment du fait de nouveaux usages dans les années qui viennent, que nous aurons besoin de toute l'électricité décarbonée possible. Donc on l'a dit bien sûr dans le domaine renouvelable, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, nous le pensons également dans le domaine nucléaire. C'est la raison pour laquelle EDF propose de prolonger la durée de vie de ces centrales et y travaille. Je l'évoquais à l'instant, c'est le grand carénage. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un dossier auprès du gouvernement au printemps 2021 proposant la construction de 6 EPR2, vous le savez également. Mais également, nous pensons que les petits réacteurs, les SMR, pourraient être un complément extrêmement utile
à la fois à l'international, mais y compris chez nous pour un certain nombre d'usages dans les années qui viennent. Nous avons créé un consortium avec Technicatom, avec le CEA, avec Naval Group pour concevoir un réacteur de 170 MW électrique, et nous espérons proposer un design au gouvernement de ce SMR qu'on a appelé Neward en 2023. Donc une course est lancée autour des SMR qui nous paraissent effectivement une voie d'avenir extrêmement intéressante pour le nucléaire français. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, moi je voudrais revenir sur la question à la fois du plan d'investigation et essayer d'apporter une réponse, Monsieur le député, à votre question sur l'excès de zèle potentiel. Je crois que nous avons essayé, les uns et les autres, de bien expliquer à la fois le caractère totalement inédit par rapport au parc mondial de la découverte de corrosion sous contrainte, mais également le fait que EDF ne disposait d'aucun moyen, au moment où la découverte a été faite, pour caractériser la taille de la fissuration. Autrement dit, nous étions en aveugle pendant à peu près un semestre. Il n'était même pas envisageable d'imaginer de demander à EDF de justifier le maintien en service des réacteurs, puisqu'on ne savait pas quels étaient les circuits affectés, quelles étaient les tailles de défauts potentiels et quelles étaient les marges par rapport à un risque de rupture. On savait simplement que ce phénomène était présent sur des circuits non isolables par rapport aux circuits primaires, et comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, qu'en cas de rupture, nous étions face à un accident nucléaire. Donc, pendant 6 mois, nous sommes en aveugle, et il était absolument indispensable de mener les investigations qui nécessitaient des découpes, puisque pas de moyens de contrôle, pour pouvoir expertiser, identifier quelle était l'ampleur des dégâts, si je peux prendre ce terme, sur l'ensemble du parc nucléaire, d'où la période d'investigation qui a été menée. Nous sommes dans une deuxième phase à partir de maintenant. Nous sommes dans une phase où, grâce au travail d'investigation en profondeur qui a été mené, un ordre de priorité a été défini que nous avons reconnu comme étant acceptable au regard des justifications sur les facteurs prépondérants de développement de cette corrosion liés aux géométries des lignes. Et par rapport à la question qui est posée tout à l'heure, mais pourquoi donc cette situation ne s'est pas trouvée sur d'autres types de réacteurs, voire à l'étranger? C'est parce que, effectivement, la géométrie des lignes en question a évolué à travers le temps avec le palier 1300, puis à travers le palier N4. Il n'y a, à ma connaissance, pas de réacteur dans le monde avec des géométries de lignes comparables à celles que nous avons sur le réacteur 1300 et le réacteur N4. Il faut le vérifier, mais aujourd'hui c'est très différent. Les réacteurs les plus répandus à eau sous pression sont dans des conceptions comparables aux réacteurs de 900 MW que nous avons en France, qui sont de conception Westinghouse, et ce sont les réacteurs les plus anciens, qui ont 40 ans et qui ne sont pas ou peu affectés. Donc on voit bien que ce n'est même pas un phénomène lié au vieillissement. La question n'est pas de savoir si, parce que les installations vieillissent, ce phénomène peut se développer. Non, il peut se développer rapidement sur des réacteurs qui sont relativement récents. Les réacteurs N4 ont 20 ans. Donc voyez-vous, nous étions dans une première période un peu dans le noir, et il fallait absolument que ce plan soit développé. Et qu'en parallèle, une technique de contrôle non destructive qui reste encore à améliorer et à qualifier puisse nous permettre de mettre en œuvre la stratégie qui a été développée, présentée par EDF. C'est la phase dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes maintenant en mesure d'accepter la priorisation qui a été proposée par EDF et bien évidemment, comme je l'ai dit également, en fonction des résultats qui seront découverts liés à ces investigations, peut-être cette stratégie de contrôle évoluera-t-elle. C'est encore possible. Nous sommes loin d'avoir fait le tour de cette question. Quelle réaction par rapport à ce phénomène à l'étranger? Comme je l'ai dit, nous avons présenté à nos homologues étrangers la situation. Et je peux vous dire qu'aucun d'entre eux n'a estimé que nous avions fait collectivement, EDF, qui a pris toutes les décisions de mise à l'arrêt, et l'ASN, d'excès de zèle. Ils auraient fait la même chose dans leur pays si les fissurations, non pas de 10%, mais parfois du quart de l'épaisseur, avaient été découvertes. On est parfois avec quasiment aucune marge par rapport à la taille du défaut critique qui pourrait entraîner, en cas de sollicitation du réseau, du circuit d'injection de sécurité, une rupture. Comme ça a été bien présenté au début, on est dans un circuit qui est, d'une certaine manière,
passif au démarrage. On ne l'utilise pas en fonctionnement normal de l'installation. En revanche, si on en a besoin pour faire face à une brèche primaire, il faut pouvoir injecter de manière rapide une quantité importante d'eau pour pouvoir alimenter le cœur et réduire l'activation du cœur. Si, dans une telle hypothèse, parce qu'il y aurait forcément un choc froid, il y aurait une amenée rapide d'eau à une température plus froide que la température du cœur. Là, ce choc froid, avec une tuyauterie qui comporterait des fissurations pouvant aller jusqu'au quart de l'épaisseur, pourrait se rompre. Donc c'est un véritable sujet sérieux, important en termes de sûreté, et il faut distinguer dans notre analyse les deux phases, les premiers 6 mois qui étaient nécessaires en termes d'investigation, qui ont fait l'objet également de la part d'EDF de justification en termes de tenue mécanique, en termes, ça a été dit par l'IRSN, de justification de capacité à replier le réacteur en cas de rupture de 2 lignes RIS, avec un certain nombre de marges d'aggravants permettant de le justifier, et également des mesures de surveillance en exploitation. C'est ce bouquet, cet ensemble de justifications qui ont été fournies par EDF au cours du premier semestre qui nous ont conduit à accepter le maintien en service des réacteurs sans excès de prudence. Ensuite, ce que je voudrais dire par rapport à la question du débat potentiel entre sécurité d'alimentation électrique et sûreté. À aucun moment, nous n'avons pris de décision, nous n'avons validé des propositions d'EDF en prenant en compte le risque d'alimentation électrique. Nous avons pris des décisions proportionnées qui ont été toutes justifiées par des raisons de sûreté. Si EDF n'avait pas pris les décisions qu'ils ont prises, et si nous avions estimé qu'il y avait un enjeu de sûreté, nous aurions demandé à l'exploitant de mettre à l'arrêt les réacteurs. Ça me paraît tout à fait clair. Nos positions sont proportionnées aux enjeux, mais elles ne sont à aucun moment en situation d'arbitrage. Et je pense que collectivement, mettre en débat la question de l'arbitrage entre la sécurité d'alimentation électrique et la sûreté nucléaire ne serait absolument pas une position qui serait tenable, qui serait acceptable, parce que la sûreté doit être considérée comme étant un bien commun. Et aucun acteur, qu'il s'agisse du gouvernement, de l'exploitant ou des publics, ne peut soutenir l'idée qu'il faille faire un arbitrage entre les deux, parce que c'est une question de remise en cause totale du contrôle, de la confiance, dans le contrôle du nucléaire, si on allait dans cette voie. Monsieur Delalonde. Oui, Monsieur le Président. Moi aussi, je voudrais rebondir sur l'interrogation. Je ne prends votre intervention comme une interrogation sur l'éventuel excès de zèle de nos partenaires. Pour vous signaler que je me félicite de la réponse qui a été apportée par M. Lewandowski au titre d'EDF, parce que je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais été invité avec les mêmes personnes, non pas en nom, mais en structure représentée, par une commission de l'Assemblée nationale sur... N'y avait-il pas eu un excès de zèle sur le plan économique de la décision prise par le président Chevet à l'époque de faire arrêter en pleine période d'hiver les installations nucléaires? Et la question était posée par EDF. Je ne me rappelais plus le nom de celui qui représentait M. Lewandowski. Et nous avions été unanimes à dire que non, que ces contrôles étaient nécessaires. Et comme vous, les députés, nous avez posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on le fait en France alors que ce n'est pas fait aux États-Unis et ailleurs? Mais effectivement, pourquoi est-ce que ça n'est pas fait aux États-Unis et ailleurs? Et on a rebondi sur la question qu'un accident nucléaire, avant Fukushima, ça ne pouvait pas arriver. Est-ce que vous êtes sûr que demain, un accident nucléaire n'arrivera pas dans notre pays? Et si l'interrogation que je prends comme telle, et j'espère que ce n'est pas au fond de vous-même ce que vous souhaiteriez, que nous ayons un expert public, un exploitant, un responsable, un gendarme de la sûreté ferme les yeux et n'exige pas cela. Je suis persuadé, je ne vous provoque pas. Mais si telle était éventuellement votre question, est-ce que vous seriez à ce moment-là, à ma question, à même d'assumer la responsabilité et votre culpabilité d'avoir laissé passer un accident? Donc, je suis persuadé que vous avez les mêmes interrogations que nous pour savoir si on n'en fait pas trop, si on n'en fait pas assez, mais de faire en sorte qu'on fasse tout ce qu'il est nécessaire de faire pour que la sûreté soit maintenue, ne se dégrade pas et se développe.
Et je pense qu'on est tous d'accord. Bien, je crois que, notamment au vu des propos qu'a tenus le président de l'ASN, la réponse a déjà été donnée avec cette garantie qu'on peut avoir, et notamment en termes de prévention à la sûreté nucléaire. Monsieur le député. Je tenais juste à proposer légèrement mes propos. En fait, j'ai peut-être mal posé ma question. Cette question-là n'était pas forcément axée sur la gestion de crise qu'il y avait eu, parce que j'ai travaillé dans l'industrie, je sais comment ça marche de ce point de vue-là, mais c'était plus général, pas forcément sur ce sujet-là, si cette sécurité, qui peut paraître excessive ou non, qui est justifiée ou non, n'entrave pas notre productivité. Et enfin, voilà, vous avez très bien compris. Merci. Monsieur Marignac. Oui, merci Monsieur le Président. Quelques commentaires courts. Alors d'abord sur cette question d'un arbitrage entre sûreté et sécurité, moi je maintiens que de façon implicite il s'applique aujourd'hui. L'ASN d'ailleurs a par le passé dans certaines décisions, pas celles qui concernent ce dossier, fait état dans ses considérants de l'impératif de sécurité électrique. Et quand M. Lewandowski dit que la sûreté est une priorité absolue, certes, ça ne veut pas dire que la sûreté est un critère absolu. On relativise en permanence, on proportionne, comme vient de le dire Monsieur le Président de l'ASN, les décisions. Et actuellement, je considère qu'elles sont proportionnées, en ayant en tête la pression qu'exerce la sécurité électrique et des propos comme ceux récents du ministre de l'économie appelant à ce que EDF redémarre à tout prix ses réacteurs avant l'hiver.